discours. Ouverture ce matin des travaux de la première session ordinaire du Haut Conseil national de coordination pour l'accès au Fonds mondial, HCNC. C'est le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadi qui a ouvert les travaux au ministère des Affaires étrangères, Adef Ahmad Benrama. Placé sous le haut patronage du Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadi, la première session ordinaire du Haut Conseil national de coordination pour l'accès au Fonds mondial a inscrit dans son agenda plusieurs points. Il s'agit entre autres de l'examen et adoption du plan de suivi stratégique, du manuel de procédures du HCNC et du plan de subvention du volet VIH-Sida premier round. Au cours de ces assises, les participants valideront également le plan de communication du Haut Conseil national de coordination pour l'accès au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Cette session de la nouvelle mandature vient couronner les réformes engagées et témoigner de l'engagement de tous les acteurs pour un partenariat national public-privé plus dynamique dans la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. À l'ouverture des travaux, le président du HCNC a fait mention du défi relevé par sa structure tout en manifestant son engagement à œuvrer pour le bien-être des couches ciblées par le Fonds mondial. Nous avons tenu le pari de l'agenda grâce aux membres du HCNC qui n'ont ménagé aucun effort en participant régulièrement aux différentes réunions des commissions. Désormais, c'est le HCNC qui informera le gouvernement des résultats de la mise en œuvre du programme et non le Fonds mondial. Ce dernier ne pourra que soutenir les décisions de notre instance. Une fausse note a signalé lors de cette cérémonie officielle. Une coupure d'électricité a contraint le Premier ministre à prononcer son discours dans le noir. Ouvrant les travaux, le Premier ministre a salué les actions menées par le HCNC. Joseph Djimrangar Dadnadi a à cette occasion rappelé et réitéré l'engagement du gouvernement dans la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. Nous l'écoutons. Je constate avec satisfaction que notre pays, à travers le HCNC, a pu mobiliser et garantir la poursuite des financements auprès du Fonds mondial. Cela place le HCNC aujourd'hui au premier rang des organisations nationales par le volume de dons mobilisés en appui à la lutte contre les 3 maladies les plus létales. C'est cela le partenariat public-privé voulu par les chefs d'État et de gouvernement il y a de cela 12 ans à Abuja. Au cours de l'année 2012, le Fonds mondial a fêté ses 10 ans d'existence avec des résultats plus qu'encourageants puisque des milliers de vies humaines ont été sauvées dans le monde. Je voudrais une fois de plus, au nom de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, et au nom du gouvernement, remercier et encourager le Fonds mondial et ses donateurs pour les efforts consentis en vue de l'amplification de la lutte contre les 3 maladies grâce à l'accessibilité aux moyens de prévention et de traitement. Mesdames, Messieurs, distingués invités, la déclaration de guerre contre le paludisme faite dans son message à la nation par son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, le 4 mai 2010, est elle aussi devenue une réalité. Plus de 6 700 000 moustiquaires imprégnés d'insecticides à effet de longue durée seront distribués gratuitement aux populations au cours du premier semestre 2014. Cela est rendu possible avec l'apport de 5 millions de moustiquaires du Fonds mondial et de 1,7 million de moustiquaires acquis sur le budget de l'État. Cela nous permettra d'assurer la couverture universelle en moustiquaires imprégnés avant l'échéance des OMD en 2015. Vous aurez la lecture des décrets à la fin de ce journal. Lancement ce matin de l'opération contre la maladie du bec de lièvre. 200 personnes souffrant de cette malformation congénitale au niveau de la bouche vont subir des opérations chirurgicales. C'est le ministre de la Santé publique qui a procédé ce matin à l'hôpital général de référence nationale à cette opération. Doba Robert. Victimes d'une malformation congénitale, ces personnes souffrent du bec de lièvre. Une malformation de la bouche qui entraîne une fusion entre les narines et la lèvre supérieure.
Selon les spécialistes, cela est souvent dû au manque de certaines substances organiques chez les femmes enceintes. Les malades vivent un véritable drame en étant méprisés par la société. La caravane de l'ONG américain Broadcasting Network vient redonner espoir et sourire à ces personnes grâce à des opérations chirurgicales. 200 personnes sont concernées pour cette première phase d'opération à l'hôpital général de référence nationale. C'est une opération qui cause une telle amélioration. Quelqu'un a demandé comment est-ce que les biens commencent. Peut-être ça commence tout de suite après l'opération. L'apparence change tout de suite. De temps en temps, ça demande plusieurs opérations. Ça dépend de la complication de chaque cas. Mais pour les cas simples, il demande juste une opération de temps en temps qui prend seulement 30 minutes. Les autorités tchadiennes saluent l'initiative de l'ONG humanitaire. Le ministre de la Santé publique réitère l'engagement du pouvoir public à porter assistance à cette couche vulnérable. Nous sommes en phase d'une réalisation d'un grand acte de joie pour des familles qui ont toujours souffert à cause de ce problème-là. En espérant que, avec le souhait également donc du professeur chef de mission, de pouvoir aussi traiter les 200. Ça, c'est une première phase. Il y en a d'autres phases qui vont s'en suivre et dont le CBN vraiment est engagé à pouvoir nous aider. Donc, au nom du gouvernement, je remercie cette équipe pour ce geste et pour cette action. Au-delà des opérations, l'ONG américain entend également former des médecins pour les opérations de bec de lièvre. Déjà, le ministère de la Santé publique entend créer un service de prise en charge des victimes de cette maladie. Le document sur une enquête nationale sur les indicateurs du paludisme au Tchad vient d'être validé cet après-midi. C'est le ministre de la Santé publique, Ahmad Dida Mahamat, qui a présidé la cérémonie. Mathiam Nessolange. Après examen et amendement, les participants ont validé le rapport d'enquête nationale sur les indicateurs du paludisme au Tchad. Cette enquête s'est intéressée aux caractéristiques socio-démographiques des ménages, sur l'utilisation des moustiquaires, la prise des médicaments antipaludiques et bien d'autres questions. Les résultats de cette enquête aideront le ministère de la Santé publique et ses partenaires à apporter des réponses adéquates à cette maladie. Selon le ministre de la Santé publique, malgré les efforts fournis par le gouvernement, des défis restent à relever. Les chiffres que nous fournit le NIPT sont loin d'être rassurants, bien évidemment, puisque nous sommes en dessous du seuil admissible ou du seuil de tolérance quand il s'agit donc d'utilisation ou de la prévention. Nous considérons les objectifs ambitieux que le pays s'est donné dans son plan stratégique, non atteints, mais on comprend également les comportements ou les réflexes sociaux qui sont des causes également de cette dégradation de la situation au niveau du paludisme. Le Tchad, à l'exemple des pays endémiques du paludisme, a adhéré à l'initiative mondiale Faire reculer le paludisme. L'objectif est de réduire de 30% en 2015 et de 20% en 2025 la mortalité liée au paludisme. Dans la matinée, le ministre de la Santé publique a ouvert un atelier de validation du document de politique nationale de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. Plusieurs experts prennent part à cette session afin de doter le programme national de lutte contre la trypanosomiase d'une stratégie efficace pour l'élimination de cette maladie. Mohamed Abakar Seidouna. C'est pour lutter efficacement contre cette maladie du sommeil que se tient cet atelier. La trypanosomiase est une maladie transmise par la mouche tétché. Elle touche une partie de la zone méridionale du pays. Selon les statistiques publiées par l'Organisation mondiale de la santé, le Tchad enregistre entre 100 à 1000 nouveaux cas chaque année. Le document, qui sera validé, entend renforcer le programme national de lutte contre la trypanosomiase existant depuis 1990. Selon la directrice de santé préventive, Saada Daoud, un tel outil permettra de réduire la mortalité et la morbidité causées par cette maladie du sommeil. Le ministre de la Santé publique a pour sa part relevé la nécessité pour son département de se doter d'un document de politique nationale de lutte contre cette maladie. Cette stratégie facilitera la mise en œuvre d'un processus clair et efficace pour éliminer la trypanosomiase qui sévit à Tapol, Moïsala, Gorée et Bodo. Actuellement, notre pays se positionne au 3e rang pour les cas notifiés derrière la République démocratique du Congo et la République centrafricaine.
C'est pour répondre à ce besoin que le présent atelier est organisé en vue de doter le programme d'un document stratégique de référence fondé sur le nouveau cadre épidémiologique défini par l'OMS en 2012. La maladie du sommeil n'est pas contagieuse, mais elle peut causer aux malades des paralysies, des troubles mentaux, troubles du sommeil et l'impuissance sexuelle. Parlons santé encore. La mission de supervision et de contrôle des activités sanitaires dans la zone méridionale du pays, conduite par le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Mohamed Nour Wadak, se trouve à Doba. Différentes structures sanitaires ont été visitées. Adoumbey, Hortense. C'est ici l'hôpital de district de Doba, la plus grande institution hospitalière de la région. C'est par là que la délégation chargée de superviser et de contrôler les activités sanitaires a commencé sa mission. Au bloc opératoire, quelques incohérences ont été relevées. Les portes du bloc ne sont pas adaptées et constituent un risque d'infection pour les patients. Pour éviter le pire, des fermes instructions ont été données. Aussi, les matériels non essentiels doivent être dégagés car jugés encombrants pour le bloc. En médecine générale, la politique de la gratuité des soins d'urgence n'est pas intégralement appliquée, excepté le cas de la distribution des ARV. Des dispositions ont été immédiatement prises. À la maternité, l'espace semble être insuffisant, mais en attendant la solution durable, l'hôpital a pris l'initiative de réajuster les salles. Une initiative encouragée par la délégation. De la pédiatrie en passant par les services de consultation prénatale, la prestation est jugée bonne. À la pharmacie d'approvisionnement ainsi qu'à la pharmacie de l'hôpital, les conditions d'exposition ne sont pas sécurisées. Des conseils pratiques ont été donnés pour la bonne conservation des produits. J'ai instruit le délégué et avec le pharmacien, le technicien supérieur qui est à la session, de remédier à cette situation et que ça doit être dans la région. Alors, c'est la politique du ministère de la Santé publique et les hautes autorités de l'État mettent des milliards sur la gratuité des soins. La délégation conduite par le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Nour Wadak, a aussi visité le district du quartier Ngaki, réalisé grâce aux 5% des revenus pétroliers pour s'assurer de son bon fonctionnement et des conditions de travail des agents. L'unique clinique privée de Doba a été aussi visitée. Si certains services fonctionnent bien, d'autres par contre sont jugés incorrects. Des produits mal conservés ont été saisis et les opérations chirurgicales sont désormais interdites pour des conditions non conformes. Une réunion de concertation a été dans l'immédiat organisée. Réunion qui a regroupé tous les acteurs impliqués dans le système sanitaire intervenant dans la région du Logone oriental afin de mettre chacun face à ses responsabilités. À l'occasion du premier congrès sous-régional de sociétés de chirurgie d'Afrique centrale qui débute demain ici à N'Djamena, le président du comité d'organisation a fait un point de presse ce matin. Dr Choua Ouchumi a annoncé l'événement qui permettra aux 27 chirurgiens de la zone CEMAC d'échanger sur la pratique du métier. Suivez un extrait proposé par le service Ngarndjelaï. De l'opinion publique en général et des professionnels de la santé en particulier, le Tchad a l'honneur d'organiser le premier congrès de l'Association de chirurgie d'Afrique centrale. Le thème principal de ce congrès est la celluliochirurgie. Il s'agit d'une discipline nouvelle qui est née ces 20 dernières années. Et puis, d'autres thèmes, les sous-thèmes concernent les traumatismes et les infections post-opératoires. Pendant 3 jours, 27 chirurgiens provenant de tous les pays de la zone CEMAC débattront donc principalement de la chirurgie en présence du président de l'Association africaine francophone de chirurgie, le professeur Cheikh Sidam Touré. L'objectif de ce congrès est en premier lieu d'échanger les différentes expériences qui se pratiquent dans la sous-région. Et il s'agit de praticiens hospitalo-universitaires. Donc un objectif principal est également celui de chercher à harmoniser les programmes d'enseignement et en chirurgie et en anatomie. Et puis discuter de l'importance de la cœlioscopie qui est entrée à faire désormais part
de la culture des chirurgiens. C'est une technique importante, même si elle est assez nouvelle, qui a l'avantage de diminuer la douleur chez les patients opérés, de diminuer le taux des infections et donc la durée de séjour à l'hôpital. Donc il s'agit d'un gain pour les malades parce qu'ils souffrent moins, ils restent moins longtemps à l'hôpital, et un gain pour la société parce que les hospitalisations durent moins longtemps. Et dans notre contexte où la prise en charge peut concerner toute une communauté, c'est important. Troisième conférence des gouverneurs des régions, les travaux se poursuivent dans la capitale. Au deuxième jour, les travaux sont consacrés aux communications des gouverneurs et quelques exposés ont été également présentés. Pelngar, l'armée, la guerre. Au deuxième jour des travaux, les gouverneurs ont touché du doigt les mots qui mettent à mal le bon fonctionnement de l'administration du territoire. Il s'agit du non-respect de l'autorité de l'État et les trafics d'influence. À ces mots viennent se greffer le manque des infrastructures administratives, des moyens matériels et roulants, ainsi que l'insuffisance du personnel qualifié au niveau de chaque région. Nous pensons que tant que le sous-préfet, le commandant de brigade et les autres responsables continueront à parcourir les marchés hebdomadaires de leur village pour faire le pied des grues devant les parcs à bétail afin de collecter quelques jetons pour boucler leur fonctionnement, tant que le gouverneur et le préfet baisseront la tête devant leurs fournisseurs à la fin de chaque mois pour s'excuser sur le retard pris pour le règlement de leurs factures et demander encore et encore quelques fuites d'essence en attendant les jours meilleurs, tant que les salaires et les crédits de fonctionnement alloués aujourd'hui ne seront pas réajustés et mis à disposition au début du semestre, au lieu qu'ils ne le soient à la fin du semestre comme c'est le cas, tant que tous les citoyens ne seront pas traités de la même façon devant la loi, tant qu'il y aura des individus qui nargueront le pouvoir public après leur forfait et devant lesquels les forces de l'ordre hésiteront pour agir, la restauration de l'autorité de l'État dans notre pays risque de demeurer un vœu dans les archives. Les gouverneurs n'ont pas du tout perdu de vue toutes les solutions à ces difficultés. Ils proposent la nomination des cadres compétents au poste de commandement, l'augmentation des crédits de fonctionnement et la mise à leur disposition des infrastructures dignes de nom et des moyens matériels et roulants en nombre suffisant. Peu avant l'intervention des gouverneurs, deux thèmes ont été débattus. Le ministre en charge de l'aménagement du territoire et celui de la santé publique ont respectivement échangé avec les participants sur la décentralisation administrative territoriale et la santé et l'action sociale. Le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Affaires foncières et des Domaines a initié une rencontre d'échange avec les acteurs intervenants dans le domaine du foncier. Une rencontre qui a permis à chacun de parler du vécu afin de trouver une solution définitive au problème du foncier au Tchad. Kandatao Hamia. Après la rencontre avec l'ordre des notaires du Tchad, les maires des communes d'arrondissement, l'ordre des architectes, c'est au tour des magistrats, officiers de police et gendarmerie d'échanger avec le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Affaires foncières et des Domaines sur la principale préoccupation des citoyens tchadiens. Il s'agit du foncier. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Affaires foncières et des Domaines, à travers cette rencontre, a situé chaque intervenant dans le domaine foncier sur son rôle. La conclusion qui a été tirée de notre rencontre, c'est que, bien évidemment, la rencontre était absolument indispensable parce que chacun agissait un peu en solo et, bien évidemment, cela comportait des risques d'erreur dans le traitement de ces biens. Et la collaboration qui a été soulignée par les uns et les autres va être mise en œuvre de manière à ce que, au niveau de la justice notamment, lorsque les décisions pourront être prises, qu'elles le soient sur la base d'informations qui soient inattaquables. Et ainsi donc les décisions, lorsqu'elles seront prises, ces décisions devraient pouvoir être appliquées. Il ressort des échanges que plus de 80% des litiges pendant devant la justice sont d'ordre foncier. Chaque intervenant du domaine foncier a reconnu une faille, un dysfonctionnement ou encore un manque de communication à l'origine des conflits fonciers. Ils ont suggéré d'établir de nouvelles bases de relations afin d'éviter les conflits et permettre à la justice de dire en surveillance des litiges.
Dans le cadre de la lutte contre la désertification, le ministère de l'Action sociale, de la solidarité nationale et de la famille a initié une descente à la ceinture verte de Mara. Le ministre Baywang Djibergui Amandrouzine et tout le personnel de son département ont mis en terre 1800 jeunes plants sur une superficie de 4 hectares. Kadnouba Théophile. La mise en œuvre de la politique de la protection de l'environnement contre les effets pervers du changement climatique enclenchée par les plus hautes autorités continue à susciter d'engouement au sein des responsables des institutions publiques. Ce matin, la ministre de l'Action sociale, de la solidarité nationale et de la famille, Mme Baywang Djibergui Amandrouzine, son staff et tout le personnel de son département se sont descendus à la ceinture verte de Mara, localité située à plus de 15 km à l'ouest de N'Djamena. Ils ont mis en terre 1800 plants sur une superficie de 4 hectares attribuée par la coordination nationale de la ceinture verte au ministère de l'Action sociale. Planter un arbre, c'est un acte salutaire. Nous connaissons la valeur de l'arbre en Afrique et particulièrement au Tchad. L'arbre, en un mot, c'est la vie. L'arbre est utilisé quand il est sec pour la cuisson de nos aliments. Lorsqu'il y a de l'ombre, ça permet à nos enfants de s'amuser à l'abri de la chaleur. Lorsqu'il est grand comme un baobab, ça permet au village ou à la communauté de s'y asseoir pour tenir des réunions, pour régler nos problèmes, etc. La ministre de l'Action sociale de préciser que ce geste ne restera pas sans suite, car d'autres actions seront entreprises pour permettre aux jeunes plants d'arriver à maturité. Nous ferons ce qui est à notre pouvoir pour que les plantes que nous avons posées en terre aujourd'hui ne sèchent pas, qu'elles puissent grandir. Une réaction qui rassure la coordination nationale de la ceinture verte qui se plaint du manque de suivi constaté dans les différents sites. Lancement de la campagne de sensibilisation à la scolarisation des enfants, édition 2013. La cérémonie a eu lieu ce matin au Centre national du Kula en présence du ministre de l'Enseignement fondamental et de l'alphabétisation, Mme Albatoul Zakaria. Reportage à Matiaya Abbas. L'éducation, c'est la vie des enfants. Tel est le thème retenu par les organisateurs de cette campagne pour appuyer le gouvernement à la prochaine rentrée scolaire. Initiée par la fondation italienne Accra, cette campagne a pour objectif de garantir une éducation de qualité aux apprenants dans 32 écoles à travers le pays. Pour le ministre de l'Enseignement fondamental et de l'alphabétisation, cette volonté s'inscrit dans la droite ligne de la politique du président de la République, Idriss Déby Itno, qui fait de l'éducation une priorité des priorités. Le gouvernement du renouveau et de l'ajustement global, à travers le ministère de l'Enseignement fondamental et de l'alphabétisation, a une vocation. C'est celle de promouvoir le droit à l'éducation pour tous les enfants sans discrimination. Nous serons tous d'accord, du moins je l'espère, pour reconnaître que la mission du cycle fondamental, c'est de développer le langage, de poser les bases de la lecture et du calcul, d'éveiller les habitudes physiques et sensorielles et de déceler d'éventuels handicaps. Les partenaires du système éducatif promettent accompagner les efforts du gouvernement et rendre accessible l'école tchadienne à tous les enfants. La campagne va toucher les écoles de Mandoul, du Guéra, du Lougon oriental, du Moyen Chari, du Mayo-Kébi ouest et du Salamat. Le ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation, en accord avec le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale, a lancé officiellement le projet de développement durable des villages du Salamat. Ce projet vise à réduire l'extrême pauvreté et la faim des populations de la région du Salamat. Service Ngalaï. Le projet de développement durable des villages du Salamat, en abrégé PDVS, a pour vision globale la réduction de l'extrême pauvreté et la faim des populations du Salamat. Ces projets d'une durée de 4 ans axent ses activités sur l'agriculture, l'élevage, l'éducation, la santé, les infrastructures et bien d'autres. Ce sont 79 villages du Salamat qui sont bénéficiaires de ces projets de développement. Il est prévu dans ces villages la construction des écoles, des hôpitaux, des marchés, pour ne citer que cela. Il s'agit d'un projet pilote placé sous la tutelle du secrétariat général du ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation. Pour le secrétaire général du ministère de l'Économie et du Plan, Dr Bachir Brahim Adoum, qui a lancé officiellement le projet, le Salamat est l'une des régions les plus défavorisées du Tchad. Le projet permettra de soulager les peines des populations. Dr Bachir Brahim Adoum a exhorté l'équipe chargée d'exécuter le programme à se mettre au travail afin de relever le
défis. Ce projet de développement est financé par l'État tchadien, la Banque islamique de développement et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique à hauteur de plus de 10 milliards de francs CFA. La délégation qui a participé au 7e de la francophonie à Nice est rentrée hier. La participation du Tchad à cette édition est sanctionnée par 10 médailles, dont 4 en or. Retour sur les différentes épreuves avec Saint-Yves Desabé Chouadam. Le coup d'envoi des différentes manifestations est donné ici à la place Masséna de Nice. 52 délégations sont présentes avec plus de 3000 représentants. L'ouverture de jeu est saluée par les feux d'artifice en présence des 4 chefs d'État, dont l'hôte de l'événement, François Hollande, et le secrétaire général de la francophonie, Abdou Diouf. L'entrée en compétition des annonces difficiles dans les combats de lutte libre. La moisson est bonne en lutte traditionnelle avec la distinction de Bravoure Badé dans la catégorie dames. Ensuite, Kole Kossia et Abatam Maurice qui arrachent les médailles en or à la satisfaction du chef de la délégation. Elle a fait de tout le peuple tchadien. Et en premier chef, le président de la République, qui ont eu confiance à ces jeunes et qui les ont envoyés pour participer à ce jeu de la francophonie. Les jeunes sont venus montrer aux gens qu'effectivement, le saut de l'humanité et en lutte, il faut espérer avec ces jeunes tchadiens. Il va falloir qu'ils ces mesures et à ces niveaux, on apprend beaucoup plus. En tout cas, à tous les niveaux, que ce soit sur le plan performance, que ce soit sur le plan social, nous disons que c'est vraiment réussi. Sur la piste, le Tchad est présent avec 4 ambassadeurs alignés dans les épreuves de 200, 400, 800 et 5000 mètres. Seul Hawalidi Besmen parvient à améliorer son chrono de 4 secondes en finale des 400 mètres dames. La compétition devient rude, épreuve de littérature avec l'Ouest Rimadoum, son voyage 28 candidats. En photographie, le prix spécial du jury est accordé à l'œuvre du photographe tchadien Abdoulaye Bari, dont la distinction est saluée par le Grand Ballet du Tchad, avec qui les pas de danse n'ont pas convaincu le jury en épreuve de danse contemporaine. Une campagne d'information publique sur la paix et l'unité nationale est lancée ce matin au compte sportif de Diguel. La campagne se déroule dans les 7e et 10e arrondissements. La ville n'a Digo vers précision. Pour renforcer davantage et consolider la cohabitation pacifique au sein des communautés, le projet Paix à travers le développement PDF2 priorise la sensibilisation sur les biens fondés de la paix. Les couches concernées sont singulièrement les jeunes acteurs de développement. Cette campagne repose plusieurs activités de brassage, notamment un tournoi de football, des jeux inter-écoles coraniques et des conférences débats. À cela s'ajoute la formation des leaders du jeu pour la culture de l'amour et la tolérance. La finalité pour le PDF2 est d'impliquer toutes les couches sociales dans la lutte contre l'extrémisme violent. Partant de cette campagne de formation publique, nous voulons contribuer à la réduction de la violence dans notre milieu. C'est dit notre Tchad retrouvera de mieux en mieux la place qui est la sienne dans la cour des grandes nations. Pour les autorités des arrondissements cibles, la paix sociale reste un facteur primordial dans tout processus de développement. Elle compte sur les volets humanitaires du dit projet pour inculquer aux populations la vision d'un Tchad nouveau. Cet thème sur la campagne d'information publique vient à point nommé pour nous permettre d'attirer l'attention de nos partenaires sur les biens fondés de leur intervention sur notre population cible. Nous avons confiance quant à l'élaboration de ces programmes ambitieux mais combien louables. En plus des arrondissements 7e et 10e concernés dans la ville de N'Djamena, les régions du Bourkou, Kanem, Bar El Ghazal, Bata et le lac Tchad sont inclus dans le plan d'action. Le ministre de la Justice, Jean-Bernard Padare, a rendu aujourd'hui un dernier hommage à Maître Abaye assassiné
il y a quelques jours ici à N'Djamena. Après avoir fait un témoignage, le ministre Jean-Bernard Padare a présenté les condoléances du président de la République et du gouvernement aux parents de Maître Abay Menwa. Selon le ministre, tous les moyens sont mobilisés pour que les criminels répondent de leurs actes. Mais Abay Menwa est tué cet après-midi. Et puis, comme la lecture des décrets numéro 927 portant rappel de passage extraordinaire et pénitentiaire de la République du Cameroun, le président de la République, le président du Conseil des ministres, M. Yossem Kontou Noudjamla, Madame ambassadeur extraordinaire et pénitentiaire de la République du Tchad près du Cameroun, est rappelé en décembre 2013. Idriss Déby. Nous décrétons 982 de portant nation de personnalités à mission permanente du Tchad à New York pour la période 2013-2016. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, décrète. Des personnalités dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après à la mission permanente du Tchad à New York pour la période 2013-2016. Représentant permanent adjoint chargé de suivi des dossiers au Conseil de sécurité, M. Mangaral Banté. Conseiller, M. Ali Adoum Ahamat. Conseiller, M. Mahamat Adoum Koulbou N'Djamena, le 18 septembre 2013, Idriss Déby. Décret numéro 949 portant clôture de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et culturel. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, décrète. Article 1er. La deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et culturel, ouverte le 4 septembre 2013, est clôturée le 19 septembre 2013. Le président sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Maintenant, le 18 septembre 2013, Idriss Déby. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.